Bonjour à tous. Donc, une introduction rapide en fait, hein. Soyez les bienvenus donc sur ce Leader Circle. C'est une expérience en fait qu'on a initiée au début de l'année dans les premiers Google Cloud Summit. L'idée, elle est simple en fait, c'est vraiment de réunir un panel de dirigeants de tout horizon, aussi bien de start-up que de grandes entreprises, à travers l'ensemble des différentes industries qui peuvent exister, pour se focaliser sur des thèmes qui vous sont plus particulièrement chers. Donc on va parler d'un peu de tout, on va parler de technologie évidemment, mais je crois qu'on va surtout aussi parler de cas d'usage. On va parler aussi des sujets importants qui reviennent quasi systématiquement dans toutes les évaluations qu'on peut faire avec les grandes entreprises en Europe, en France, et d'ailleurs où qu'elles soient positionnées. On peut parler de compliance, on va parler de privacy, on va parler de sécurité, c'est très important. On va parler d'intelligence artificielle, on va parler de machine learning. On va essayer de voir comment cette technologie peut vous permettre, j'ai entendu des grands mots ce matin comme survie, de survivre, mais enfin moi j'attache plus d'importance aux opportunités surtout qu'on peut construire avec ces technologies. Donc, on va vraiment se focaliser sur cet aspect opportunité et en quoi, en fait, on peut vous aider à changer votre façon de travailler, mais surtout à innover, une fois encore, et à bâtir, comme on dit, what's next, ce qui est important pour le futur, pour pouvoir évidemment augmenter votre position sur vos marchés respectifs. Voilà, donc je voulais une fois encore renouveler notre bienvenue et surtout revenir sur l'objectif de cet après-midi. On innove un peu et on est aussi friand de feedback à la fin de la session. Donc je pense que c'est quelque chose qui a été très bien reçu jusqu'à présent. Donc n'hésitez pas aussi à nous faire part de vos commentaires. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Bastien et Grégoire, qui sont nos managers en France et qui vont donner un plus ample aperçu sur notre activité. Voilà, bienvenue messieurs. Merci. Bonjour à tous, bienvenue, merci de passer du temps avec nous ce matin. Est-ce qu'on passe l'agenda rapidement en revue ? Non ? Bon, moi je vais vous accompagner en tout cas pendant toute la matinée puis le début de l'après-midi pour traiter un certain nombre de sujets. On va parler, comme le disait Sébastien, de nos solutions et on va surtout écouter le témoignage d'un certain nombre de nos clients. Comme vous l'avez entendu pendant la keynote, le big data, le machine learning, les puissances de calcul disponibles grâce au cloud changent nos business. Ces transformations, elles sont critiques pour la plupart d'entre vous et Google est au cœur de ces transformations. Donc ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de vous montrer ce que ça veut dire concrètement et qu'on puisse regarder un certain nombre de sujets importants, notamment sur la dimension infrastructure. Google, aujourd'hui, Cloud, c'est un investissement qui est stratégique pour l'entreprise Google en général. Nous innovons de manière très importante. Au cours de la dernière année, c'est plus de 500 releases produits que nous avons lancés sur notre suite Google Cloud Platform et sur notre suite G Suite également. Nous investissons massivement dans l'infrastructure que vous avez pu voir ce matin. Le chiffre emblématique qu'a partagé Sébastien, 30 milliards d'investissements sur les 3 dernières années. Je pense que c'est important de se poser pour bien comprendre ce que ça veut dire. Et donc on va en reparler tout à l'heure. Et puis, le troisième sujet, c'est la sécurité, qui est évidemment au cœur de nos préoccupations, au cœur de vos préoccupations. Et donc, on a une session d'une demi-heure juste après nous pour vous présenter ce que ça veut dire concrètement pour nous. En France, nous vivons, on pense actuellement, un momentum très intéressant sur le cloud public. Les clients, entreprises que nous accompagnons, on les voit, ont commencé un certain nombre d'expériences sur de l'infrastructure, des dimensions lift and shift essentiellement. Et là, on voit en ce moment des réflexions vraiment intéressantes autour d'une deuxième vague qu'on pense très critique et très disruptive autour du cloud public. Et donc pour ça, Google Cloud s'est assez fortement développé. On est aujourd'hui une centaine de personnes présentes à Paris pour accompagner nos grands clients entreprises dans leur transformation, dans l'utilisation de nos solutions. Et donc, c'est des rôles de vente, d'avant-vente technique, de responsable d'animation de notre écosystème de partenaires, de professional services. Voilà. Donc tout ça pour accompagner nos clients dans leur développement, leur transformation et leur succès.
Donc on est ravis d'avoir des témoignages qui vous ont été faits tout à l'heure pendant la keynote. On a la chance d'avoir avec nous Thomas de chez Dailymotion, Christophe de chez Amadeus et François de la Redoute qui vont revenir tout à l'heure pour entrer un peu plus dans le détail de leurs expériences, les enjeux qu'ils ont réussi à adresser grâce au cloud, les challenges qu'ils ont également dû adresser pour exploiter et faire adopter ces solutions. Et puis, un petit instant de pause. Google Cloud Platform, aujourd'hui, on l'a mentionné tout à l'heure pendant la keynote, mais j'aime bien ce chiffre, c'est 1 milliard d'adresses IP servies tous les jours. Donc, on est challenger, mais on a une base installée qui est quand même assez significative. Et puis, c'est un certain nombre de grands noms que vous pouvez voir derrière moi, mais des clients emblématiques, on pense, et qui sont au début de la disruption dont je vous parlais tout à l'heure, donc des gens comme HSBC, Airbus, et ou Spotify. Le deuxième point important que je voulais vous partager, c'est sur notre écosystème de partenaires. Donc, Sébastien l'a évoqué ce matin également en keynote. Nous l'avons beaucoup développé, et notamment en France. Donc, on travaille évidemment aujourd'hui avec un écosystème de partenaires variés, sur des partenaires de services, donc des Global System Integrators, des ESN, et puis des sociétés plus spécialisées sur du conseil, par exemple, dans la conduite du changement lié à des solutions collaboratives, des gens spécialisés dans du run, du build, de l'infogérance cloud, du machine learning ou du big data. On a la chance d'en avoir un certain nombre avec nous aujourd'hui, ce matin, présents dans la salle, ou juste derrière sur les stands qui sont à gauche quand vous sortez de la salle. Donc Accenture, Claranet, Sopra, Devoteam, Sphere notamment. Et notre écosystème, évidemment, il ne se limite pas à nos partenaires de services, mais il inclut toutes les sociétés technologiques avec lesquelles nous travaillons, avec lesquelles nous avons créé des partenariats, des passerelles, des connexions. Donc ça, c'est vraiment critique pour nous et on a annoncé beaucoup de choses depuis le début de l'année. On travaille de manière importante avec Intel, avec SAP, Nutanix, Pivotal. Bastien reviendra sur ce sujet et on va faire tout à l'heure, dans l'après-midi, vraiment un deep dive sur cette dimension hybride cloud notamment. Merci Grégoire. Et Google Cloud, ce n'est pas seulement la plateforme, c'est aussi G Suite, toute la partie collaborative. Vous avez ici plus de 30 lancements qu'on a annoncés cette année. Donc je ne peux pas tous les faire, mais j'en ai quelques-uns comme DLP pour Drive, comme Team Drive, comme Drive File Stream, comme Jamboard, etc. Plein d'autres arrivent fin d'année. Et Anna, dans mon équipe, à 12h10 en salle 3, en parlera. Ensuite, attends, tu peux me donner... Donc voilà, G Suite est un sujet très important. On a encore des centaines d'ingénieurs qui travaillent dessus, plein de lancements. Et je souhaite remercier tout ce monde, tous ces clients. Beaucoup d'entre vous avez votre entreprise, le logo de votre entreprise ici. Donc merci d'avoir renouvelé votre confiance et de déployer vos usages. Dernier message, ce slide, vous allez le voir 3 fois aujourd'hui. Je suis désolé, j'insiste. Il n'est pas très joli, c'est moi qui l'ai fait, mais bon. On parle beaucoup en keynote de big data, de machine learning, on se différencie là-dessus. On est pionnier sur le sujet. On a, comme vous le savez, on est derrière Hadoop, etc. TensorFlow, qui est en train de devenir un standard sur le machine learning. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a tout ça, qu'on a 15 000 ingénieurs là-dessus, sur l'infrastructure, et que ce sont des vrais sujets aussi, le stockage, le HPC. Et j'en parlerai pendant une demi-heure tout à l'heure, sur le sujet du cloud hybride, comment vous pouvez avoir des workloads chez vous et chez nous. Donc voilà, c'est un vrai sujet. Je veux que vous compreniez en sortant ce soir que Google Cloud, c'est les deux. Ce n'est pas que le shiny cloud, big data, machine learning. C'est aussi l'infrastructure, l'HPC, des sujets aussi bien réels, bien terre à terre. Et on a plein de choses. On a un super réseau de super machines. Et j'espère qu'à 4h30, je vous aurai convaincu. Très bien. Donc je vous remercie. Je vais passer la parole à Julien Blanchet dans nos équipes qui va vous parler de sécurité et de compliance. Merci de l'applaudir. Je suis équipé. Ouais. Merci Bastien. Bonjour à tous. Mon nom est Julien Blanchet. Comme mon accent risque de me trahir, je vous préviens que je suis belge. Je travaille depuis plus ou moins 10 ans chez Google. Les 5 dernières années, en collaboration avec les équipes d'ingénierie, sécurité et conformité, les dernières années aux États-Unis. Je viens de rentrer il y a environ 10 mois. Je suis basé à Bruxelles et mon rôle consiste à engager avec les sociétés très régulées, on ne sait pas si très régulées, les sociétés régulées, et les régulateurs directement, que ce soit les régulateurs européens, financiers ou santé.
Et donc, je vais être typiquement une des personnes qui va engager avec vos équipes lorsqu'il s'agit de répondre de manière granulaire à vos questions de sécurité, vos plans d'assurance sécurité, ou faciliter les échanges avec les régulateurs si ce genre de communication est nécessaire. J'ai beaucoup de contenu. J'ai la mauvaise tendance d'utiliser du franglais de temps en temps. Donc si je commence à parler comme Jean-Claude Van Damme, vous m'excusez, j'espère que la comparaison s'arrête là. Vous me direz à la fin. Voilà, des millions d'organisations aujourd'hui, si pas toutes les organisations aujourd'hui, sont en train de considérer, de bouger toute ou partie de leur workload sur le cloud. Vous allez entendre au cours de la journée différentes raisons pour lesquelles elles ont cet intérêt. Ce qui est plus surprenant pour beaucoup d'entre vous, mais je pense également pour nous, comme nous avons été relativement surpris de l'intérêt du sujet il y a quelques mois, c'est que la sécurité est devenue une des raisons pour lesquelles bon nombre de ces entreprises considèrent le cloud maintenant comme une option probablement nécessaire. C'est mon travail de valider, de prouver cette sécurité auprès de vos équipes, auprès de vos décideurs, auprès de vos juristes, risk managers. Les analystes aujourd'hui, les observateurs de l'industrie sont réunis autour de cette opinion commune que le cloud public aujourd'hui est en mesure d'offrir des conditions de sécurité qui vont être très difficiles à réaliser pour vous, en tout cas avec des efforts raisonnables, étant donné que ce n'est pas votre cœur d'activité. Au cours des 35 prochaines minutes, je vais essayer de vous résumer pourquoi nous sommes dans cette situation de force, vraiment, pour mieux protéger les données. Ces discussions que je peux avoir ou que mes collègues peuvent avoir avec vos équipes peuvent durer une demi-journée, quelques semaines, voire quelques mois. Les listes de questionnaires peuvent varier de 100 à... Je crois que le record aujourd'hui est un grand opérateur télécom qui nous a proposé 650 questions à répondre. N'essayez pas de battre le record, s'il vous plaît. La réponse est invariablement la même. Au cours de ces validations, de ces exercices, nous parvenons à démontrer que les systèmes de sécurité en place rejoignent ou dépassent les expectatives ou ce que vous êtes en mesure de mettre en place aujourd'hui. Par contre, le sentiment est toujours également invariablement le même. Le moment où vos équipes de sécurité, vos équipes juridiques, vos risk managers se rendent compte que pour bénéficier de cette sécurité, elles doivent prendre des données et les porter sur une infrastructure tierce, sur laquelle vous avez apparemment moins de contrôle. Ça, c'est une question de confiance. Peut-être ce que nos grands-parents ont ressenti lorsqu'il a fallu mettre toutes ces économies à la banque. Je me rappelle de mes parents hésitant à utiliser les cartes de crédit ou pas à l'époque. C'est quasiment presque un acte de foi pour dans certaines entreprises, je vois, qu'il est nécessaire de prendre. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas moyen de vous... dans la discussion de sécurité, on peut vous le prouver, vous le démontrer. La discussion de confiance est beaucoup plus complexe. On ne peut pas vous imposer la confiance. Tout ce que nous pouvons faire, c'est être plus transparent, vous fournir des engagements contractuels, vous prouver que nous atteignons les expectatives du régulateur, et puis continuer la communication. C'est la deuxième partie de ce que je vais essayer de résumer dans les 35 prochaines minutes. Ce processus, vous n'êtes pas les seuls, bien sûr, à vous y engager. Tous les clients du cloud, quel que soit le fournisseur, traversent ce moment de décision. En ce qui concerne Google Cloud, on parle de 6 millions d'organisations aujourd'hui qui utilisent les services de Google Cloud. 3 millions en bénéficient gratuitement. Ce sont des organisations d'éducation ou des ONG. 3 millions sont des organisations privées, donc qui payent des licences pour les utiliser. Je montre certains de ces slides parce que vous reconnaissez des organisations qui traitent de l'information
on ne peut plus sensible. Une organisation comme PwC, qui a plus de 200 000 employés, traitant les tax forms, hein, les formulaires d'impôts de leurs clients, des organisations comme l'Économiste, dont la vie ou la mort des sources peut dépendre en fonction de la sécurité que l'on peut y apporter. Nous n'avons pas les droits de marketing de sujet le nom, mais un quotidien français au moins équivalent en qualité à l'Économiste est également partie de nos références. Des sociétés plus proches de nous, dont nous sommes très fiers de pouvoir protéger les données. Et peut-être, pour nommer ici un exemple spécifique de capacité de gérer énormément de données en grande sécurité, le régulateur américain qui a demandé à la société FIS de réaliser un audit, une trace consolidée d'audit, un Consolidated Audit Trail, de toutes les transactions des marchés boursiers américains en temps réel. 25 milliards d'événements par heure qui sont stockés sur Google Cloud et qui servent aux régulateurs pour garder une trace de toutes les transactions, pouvoir identifier éventuellement les flash crash, les causes de flash crash ou autres tendances de transactions illicites. Il y a un nom que je veux toujours mentionner, pour lequel je n'ai pas non plus les droits de communication, mais comme ils ont publié un blog il y a un an à ce sujet, je vous encourage à rechercher sur le moteur de recherche qui vous convient. Je dis ça, en fait, je ne devrais pas faire cette blague. Je vous engage à rechercher Theresa May, Cabinet Office G Suite. Depuis plus d'1 an et demi, le Cabinet Office de Theresa May utilise G Suite pour collaborer. Juste pour vous donner une idée des garanties techniques et contractuelles que nous sommes en mesure de donner aujourd'hui à vos équipes pour fonctionner. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet et résumer les raisons techniques, peut-être résumer en 6 grandes tendances, pourquoi un fournisseur de cloud public aujourd'hui est en mesure de sécuriser vos données aussi bien. Le premier thème a à voir avec l'anticipation. Lorsque on veut estimer la capacité de sécuriser d'un système, il y a un framework très connu qui consiste à estimer la capacité d'anticipation, estimer la capacité de défense, estimer la capacité de réaction. D'accord ? C'est un schéma très connu si vous travaillez en sécurité. En termes d'anticipation, les plateformes cloud globales ont un avantage incomparable. Google spécifiquement, vous êtes peut-être familier déjà avec ce transparent, opère 7 plateformes de plus d'1 milliard d'utilisateurs. Je crois que Google Photos vient de passer le milliard d'utilisateurs également, donc on pourrait le rajouter à cette liste. Si l'on réfléchit à quel est le cœur de métier de Google depuis 20 ans, c'est de faire une copie de l'Internet quasiment en temps réel pour certains sites, de prendre cette copie, de l'indexer sur nos centres de calcul et vous fournir des résultats de recherche en quelques millisecondes. Qu'est-ce que ça signifie ? Tout ce qu'il y a de fantastique sur le web, on le connaît et on vous le partage. Tout ce qu'il y a de terrible sur le web, une grande partie en tout cas, on le connaît, on vous le partage aussi. Ces informations ne sont pas gardées propriétaires, elles sont packagées dans un service appelé Safe Browsing, très connu de tous les fabricants de browsers. Si vous utilisez Safari, Mozilla, Opera aujourd'hui, vous êtes protégé également par les informations de Safe Browsing qui vous préviennent au moment où vous allez rentrer sur un site illicite que vous allez faire la dernière étape à votre risque et péril et que plus loin, le site a des mauvaises intentions. En général, je scanne la salle pour vérifier si quelqu'un fait comme ça de la tête. Et alors, je sais que cette personne est allée sur un site comme ça récemment, mais personne ne l'a fait ici. Donc, un service du même style, moins bien connu, est SafetyNet. Android, c'est 2 milliards d'appareils aujourd'hui. Des centaines de millions d'appareils sont sondés chaque jour
pour remonter l'information sécuritaire des appareils et nous permettre de bâtir une cartographie pratiquement en temps réel de l'évolution des malwares, ce qui nous permet d'anticiper souvent des évolutions ou en tout cas de répondre très rapidement lorsque les crises se dégagent. Vous pourriez dire ce sont des tendances, ce sont des indications très consommateurs, j'ai une plateforme bancaire, j'ai une plateforme qui nécessite plus de garanties. Google Play a plus d'1 milliard d'utilisateurs, est une des plus grandes plateformes de paiement au monde, complètement certifiée. Gmail sert plus d'1 milliard d'utilisateurs, dont des dizaines de milliers de médecins, d'hôpitaux, qui traitent de l'information personnelle santé et a donc dû passer des certifications relatives à ce secteur depuis longtemps. Donc la capacité d'anticipation a un avantage très important pour toutes les plateformes cloud, Google en particulier. Le deuxième thème, c'est la gestion de la complexité et comment la complexité est gérée. Lorsque les équipes infrastructure ont commencé à bâtir notre infrastructure il y a 20 ans, elles ont eu un luxe unique qui était de partir d'une feuille blanche et de ne pas avoir à gérer les couches de complexité qui, aujourd'hui, sont probablement une des causes principales de la cause du problème de sécurité que nous avons en ligne aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que Google n'est pas complexe. Google, c'est 2 milliards de lignes de code, 30 000 ingénieurs, entre 20 et 30 000 ingénieurs qui interagissent chaque jour sur 2 milliards de lignes de code, quelque chose comme 40 000 request modifications par jour sur le code, ou en tout cas sur l'infrastructure. C'est une complexité immense qui est gérée par de l'automatisation intelligente, pour ne pas réutiliser le mot de machine learning et artificial intelligence, qui nous permet de gérer cette complexité, qui nous permet également de résoudre un grand nombre de problèmes sécuritaires en passant. Si vous voulez un exemple concret, lorsque vous devez vous convaincre vous-même ou convaincre vos stakeholders, pensez au spam. Je pense que dans la salle, nous utilisions tous l'email dans les années 90. On se rappelle comment, fin des années 90, le spam allait tuer l'email. Il fallait trouver une autre solution, l'email était devenu ingérable. Si vous utilisez Gmail aujourd'hui, vous avez moins de 0,1% de spam dans votre inbox. La raison pour laquelle ça est, c'est parce que ces machines sont devenues très bonnes à identifier ce qui est relevant, ce qui n'est pas relevant, ce qui est dangereux n'est pas dangereux. Et quand on sait que le spam est un des vecteurs primaires, un des premiers vecteurs de distribution de malware, c'est une victoire importante qui, à mon avis, on ne célèbre pas assez. Vous voulez projeter ça dans le futur. Le grand problème de la sécurité en ligne aujourd'hui, c'est l'authentification, l'hygiène déplorable de mots de passe que nous avons tous. Il serait tellement plus sécure si on pouvait se passer des mots de passe. Nous avons publié déjà il y a 2 ans des résultats de recherche qui montrent qu'en faisant une interprétation intelligente des signaux que nous partageons avec nos devices, que ce soit nos montres, que ce soit nos téléphones, la manière dont je tape au clavier, la manière dont le son de ma voix, ce à quoi je ressemble, en mettant en corrélation ces signaux, nous pouvons vous identifier par un facteur plus ou moins 10 000 fois supérieur, plus précis, qu'un mot de passe de taille moyenne. Une fois qu'on vous identifie aussi bien, on peut vous authentifier automatiquement, exactement sur les services auxquels vous avez accès. Donc, en résumé, on peut s'imaginer un monde où, tant que j'ai ce téléphone, je l'utilise, j'ai accès à tous les services corporate de Google. Au moment où je passe ce device à mon fils, les permissions d'accès retombent à Pokémon Go. C'est la réalité. Donc, voilà. C'est ce genre de sécurité dont vous bénéficiez, ou vous bénéficierez lorsque vous êtes client cloud automatiquement. Ce sont des avantages pour lesquels vous ne devez pas faire de projets supplémentaires, de roll-out, de nouvelles technologies. Ces choses viennent out of the box, security by default, demande le régulateur, c'est ce que vous avez. Le troisième des 4, c'est l'infrastructure globale, probablement le plus important avantage concurrentiel de Google. Une infrastructure globale, 17 centres de calcul répartis dans le monde, surtout connectés par un réseau de fibres noires propres, propriétaires, qui nous permet d'avoir un avantage très important lorsqu'il s'agit de
proposer une plateforme de collaboration à l'échelle planétaire. La moindre milliseconde de délai dans l'interaction des documents peut rendre utile ou complètement énervante l'utilisation d'un programme de collaboration. Mais on en parle moins souvent. Au niveau de la sécurité, nous donne un avantage important, nous met beaucoup plus en contrôle de notre destinée lorsqu'il s'agit de transférer des informations d'une partie du monde ou à l'autre partie du monde. Nous devons moins, sinon pas, faire appel à des prestataires tiers, des prestataires télécoms tiers qui sont soumis à leurs propres contraintes régulatoires dans leur pays. Nous sommes beaucoup plus en contrôle de notre destinée. Sur cette plateforme, vous pouvez évidemment décider de répartir votre donnée de manière globale ou de localiser les données. Dans le cas de Google Cloud Platform, vous pouvez effectivement localiser les données à certains endroits, dans certaines régions, en fonction de vos préférences techniques ou même régulatoires, si vous pensez que vous en avez. Mais nous allons revenir tout au long de cette présentation sur effectivement l'intérêt de le faire ou pas et comment vous devriez, à notre sens, réfléchir à ce genre de décision. Cette plateforme est également la plateforme qui nous permet de délivrer un service qui vise, et je vais utiliser quelques mots de jargon, qui vise à un niveau de service de recovery point objective, le recovery point objective de 0. Le recovery point objective est la quantité de données que nous estimerions perdre en cas de désastre majeur. Du fait de la réplication en temps réel des données à travers ce réseau, notre recovery point objective est de 0. Notre recovery time objective est de 0 également, ce qu'on appelle instant failover. Et de fait, cette plateforme est soumise tous les ans à des simulations de désastres majeurs à l'échelle planétaire où nous éteignons successivement une région du monde, une deuxième région du monde. La blague des ingénieurs, c'est que lorsque 3 régions du monde n'ont plus de courant, vous avez autre chose à faire que de vérifier vos emails. Mais la réalité, c'est que vous, en tant qu'utilisateur de Google, vous n'avez jamais perçu ces exercices. Et pourtant, ils ont lieu tous les ans et sont des exercices de disaster recovery. Le troisième message sur ce transparent, très important, et qui est aussi un cheval de bataille des équipes de sécurité de Google, c'est que c'est une plateforme qui nous permet de promettre un niveau de sécurité égal pour tous nos utilisateurs, où qu'ils soient dans le monde. Nous entendons beaucoup, je veux plus de sécurité en Allemagne, je veux plus de sécurité aux États-Unis, je veux protéger mes données ici. Le but d'un fournisseur global, c'est que où que soient vos employés, où que soit votre famille, où que vous soyez, où que vous trouviez vous-même, nous visons à offrir le même niveau de sécurité partout. Et c'est quelque chose à garder en tête lorsque vous essayez d'interpréter pourquoi Google prend certaines positions sur la localisation des données à gauche ou à droite de la planète. Le dernier message au niveau sécurité, avant de pivoter sur les questions plus régulatoires et légales, c'est le niveau de contrôle que Google, spécifiquement, c'est quelque chose d'assez spécifique à Google, ceci, est parvenu à garder sur l'entièreté de la pile technologique. Du fait de la taille à laquelle Google opère, nous sommes en mesure de fabriquer une grande partie de l'infrastructure sur laquelle nous opérons à toutes les couches de la pile. Donc depuis, Google est à tout moment de l'année un des 5 plus grands fabricants de serveurs au monde, pour ses propres besoins. Le design des chips qui tournent sur les serveurs, l'assemblage des serveurs eux-mêmes, la customisation des operating systems qui font fonctionner les serveurs, la couche réseau, dont j'ai parlé de la fibre que nous mettons en place nous-mêmes. À travers toutes les couches de la pile, nous avons gardé une homogénéité extrêmement importante qui nous permet de détecter les incidents relativement plus vite qu'un opérateur qui dépend d'un grand nombre de fournisseurs plus commerciaux, et de résoudre ou d'adresser les incidents relativement plus vite que si nous devions dépendre de fournisseurs tiers.
Donc dans ces temps où le régulateur demande des temps de notification très courts, où il vous faut être mis au courant sans délai, c'est un avantage important qu'une plateforme si homogène peut aider à délivrer. Alors, je vous ai dit, ces discussions peuvent durer des semaines. Si nous avons publié un livre blanc qui rentre en détail dans chacune des composantes de sécurité à travers les couches de la pile. Vous faites une recherche sur Infrastructure Security White Paper, vous trouverez une trentaine de pages avec plusieurs paragraphes décrivant chacune de ces briques. Ce qui est important, c'est que vous allez retrouver dans cette matrice 3 grands types de progrès, 3 grands types d'avancées technologiques. Le premier type va être les choses que nous sommes uniques à réaliser. Des choses comme cette puce cette TPM qui équipe tous nos serveurs et qui nous permet d'assurer un root of trust sur chacune des machines et de s'assurer que ne tourne sur ces serveurs que du code qui a le droit d'être exécuté. C'est un des exemples. Le fait, j'ai parlé également des réseaux et de la fibre noire. Donc, ce sont ces choses que nous sommes les seuls à réaliser. La deuxième grande catégorie va être la catégorie des avancées que d'autres opérateurs réalisent également, par exemple l'encryption, mais dans lesquelles nous sommes particulièrement exigeants et sur lequel nous nous différencions par l'intensité à laquelle nous réalisons ces exercices. Pour passer quelques secondes sur l'encryption, tous les opérateurs aujourd'hui de cloud proposent de l'encryption. Google vous l'offre par défaut. Il est impossible de charger de la donnée sur l'infrastructure de Google sans qu'elle soit encryptée en transit et at rest. Vous disposez de plusieurs choix. Vous pouvez décider de nous faire confiance quant à la gestion des clés d'encryption. Vous pouvez décider de gérer vous-même les clés d'encryption. Ou vous pouvez décider de nous donner vos clés d'encryption que nous gérerons pour vous. Mais vous gardez vous avez vos propres clés d'encryption en main. Nous n'avons en aucun cas, en aucune situation, accès à la donnée. Alors, 30 secondes sur comment cela se passe. Imaginez-vous en train de rédiger un document sur Google Cloud, que ce soit un email ou un doc. Avant même que ce document ne soit partagé, le document va être divisé en morceaux qui vont être instantanément répliqués plusieurs fois au sein d'un même centre de calcul et à travers plusieurs centres de calcul probablement répartis dans différentes régions géographiques du monde. C'est comme cela que nous atteignons, que nous visons ce Recovery Point Objective de 0 et Recovery Time Objective de 0. Ces myriades de morceaux d'informations, de quelques kilobytes à quelques mégabytes maximum de taille, sont chacun encryptés avec leur propre clé d'encryption. La clé d'encryption est gardée proche du morceau d'information et tout cela est réparti à travers l'infrastructure. Chacune de ces clés d'encryption est elle-même enveloppée, encryptée elle-même par ce qu'on appelle une Key Encryption Keys. Et ces Key Encryption Keys sont stockées dans un système appelé KMS, qui est réparti à travers le monde, à travers plusieurs milliers de machines dans nos centres de calcul. Et tout accès au KMS est contrôlé par des Access Control Lists et logué. Et donc, quel que soit le type d'information auquel vous voulez avoir accès, il est nécessaire de passer par le KMS, laisser une trace comme quoi vous avez fait une requête pour accéder à l'information. Ceci est valable pour des accès humains, ceci est valable pour des accès machines, et donc c'est voilà, le genre d'informations que nous partageons maintenant pour expliquer aux différents régulateurs comment nous pouvons protéger la donnée et comment nous pouvons nous assurer que nous gardons une trace des accès à la donnée.
Le troisième type de développement que vous allez trouver dans cette matrice, ce sont les choses que Google fait qui, à mon sens, comme on dit en anglais, move the needle, font vraiment bouger l'écosystème sécuritaire vers une situation plus favorable. Évidemment, j'ai laissé mes clés de sécurité dans mon sac, j'ai vidé mes poches. Depuis 2013, tous les employés de Google utilisent un hardware token, une clé de sécurité, qui nous permet de fournir un second facteur d'authentification cryptographique. L'utilisation du deuxième facteur est une bonne pratique qui est hautement recommandée, chaudement recommandée, mais qui néanmoins, dans beaucoup d'implémentations aujourd'hui, a encore des faiblesses très évidentes, notamment que l'utilisation de ces codes peuvent être capturés ou l'origine du système dans lequel vous voulez vous loguer peut également être spoofée. Et donc, il y a beaucoup de situations dans lesquelles l'utilité ou l'efficacité des deuxièmes facteurs peuvent être mises en péril. Google a participé depuis 2013, début 2013, à la réalisation d'un nouveau standard au sein d'une grande alliance appelée la FIDO Alliance, FIDO. 200 sociétés se sont alliées à cet effort, PayPal, Microsoft est maintenant membre, pour réaliser un nouveau standard qui équipe ces clés et qui nous permet de protéger nos utilisateurs ainsi que tous les consommateurs. Si vous êtes utilisateur Gmail aujourd'hui, vous pouvez équiper votre compte Gmail d'une de ces clés et les défendre très efficacement contre le risque principal en ligne aujourd'hui, qui est le phishing ou la réutilisation de votre login et de votre mot de passe grâce à ces clés cryptographiques. Un certain nombre de grands groupes sécuritaires français sont également membres de cette alliance. Vous retrouverez des sociétés comme Vasco, Gemalto qui ont collaboré à l'élaboration de ce standard et qui est maintenant quelque chose qui se répand de plus en plus et dont vous bénéficierez si vous utilisez ce genre notre plateforme. Facebook, Dropbox, GitHub ont adopté également le standard, donc c'est quelque chose maintenant qui se répand. Voilà, je veux fermer maintenant la partie sécurité et peut-être pivoter pendant les 20 dernières minutes sur la partie plus sensible, plus délicate, on va dire, de la confiance et comment nous pouvons vous aider à construire la confiance nécessaire pour migrer vos informations sur ces infrastructures. La première chose qu'il est toujours utile de répéter, quelle que soit votre familiarité ou celle de votre interlocuteur dans ces discussions, c'est de rappeler que lorsque vous vous engagez dans une relation contractuelle avec un fournisseur cloud, quel qu'il soit, vous êtes défini contractuellement comme contrôleur des données et le fournisseur cloud est défini contractuellement comme processeur des données. C'est la pierre angulaire de toute la législation de protection des données de vie privée en ligne. C'est la pierre angulaire de la GDPR. C'est ce qui, par quoi commencent tous les contrats des fournisseurs cloud, y compris celui de Google. Qu'est-ce que cela veut dire ? En tant que processeur de données, en tant que data processor, nous n'avons pas le droit d'utiliser vos informations à d'autres fins que de vous délivrer le service pour lequel vous avez payé. Très clairement dans le cas de Google, parce que c'est nécessaire vu les discussions qui ont eu lieu dans les années précédentes, il est très clair qu'il est donc contractuellement impossible pour nous d'utiliser vos données à des fins publicitaires ou même à des fins d'amélioration du service que vous éventuellement vous continueriez à utiliser, mais ceci est contractuellement impossible. Donc ça, c'est quelque chose qui est absolument établi et qu'il faut vraiment garder en tête parce que, en général, plus votre interlocuteur va être éloigné de la discussion, moins il va percevoir cette différence entre le monde des consommateurs et le monde professionnel.
Il est un fait que dans le monde consommateur, lorsque vous utilisez ces outils de manière gratuite, Google reste en partie contrôleur des données, et donc le débat est tout à fait différent. Dans cette situation-ci qui nous intéresse, les limites sont très claires. Vos équipes juridiques, au cours des discussions, vont être à la recherche de paragraphes et de statements très précis dans les contrats. Ils vont chercher un statement très clair en termes de scope of processing. C'est ce que nous venons de couvrir. Donc, dans quelle mesure pouvons-nous utiliser des données? Nous ne pouvons utiliser des données que pour vous délivrer le service pour lequel vous avez payé. Ils vont chercher des statements très précis, des engagements très précis en termes de propriété intellectuelle. Un débat qui a pris beaucoup d'ampleur ces derniers mois, c'est le sujet de la portabilité. Grand nombre de sociétés aujourd'hui que nous approchons sont des sociétés de grande taille qui tout d'un coup comprennent le potentiel du cloud, le coût minime que représente à moyen terme en fait, d'amasser autant de données dans le cloud. Et donc, quand elles se projettent sur des scénarios de 4 à 5 ans, des scénarios de sortie dans 4 à 5 ans éventuellement, elles se rendent compte qu'on va discuter de dizaines de pétabytes de données. D'accord ? Il y a des vraies discussions à avoir au niveau carrément logistique sur comment cela va-t-il se passer. Google s'engage à vous fournir ces données, à vous permettre d'exporter ces données gratuitement dans des formats libres, mais également s'engage à vous apporter un support pour s'assurer que vous puissiez sortir avec ces données. Le sujet de l'effacement des données a toujours été très important et est particulièrement complexe pour un fournisseur de cloud public. Comment pouvons-nous vous donner la garantie absolue que les données qui sont répliquées des dizaines de fois à travers l'infrastructure, que ce soit pour l'infrastructure d'encryption que j'ai décrite, ou bien des mémoires cache qui vous permettent d'accéder à l'information très rapidement lorsque vos employés sont en voyage à travers le monde. Heureusement, ce sont des débats qui ont été engagés il y a déjà longtemps pour Google et ce sont des engagements que nous donnions déjà il y a 3 ans ou 4 ans et qui donc n'ont pas été un tel problème pour nous récemment. Mais donc vous trouverez cet engagement dans vos contrats. Les engagements de notification, très à cœur pour les régulateurs aujourd'hui, le devoir de vous prévenir sans délai de tout incident qui aurait trait à votre information. Les audits, comment pouvez-vous vous assurer que nous faisons tout ce que nous prétendons faire? C'est un problème pour un fournisseur de cloud qui a des millions de clients. Jamais aucune des équipes juridiques avec lesquelles j'engage n'est contente d'entendre qu'éventuellement nous pourrions, si nous avons 6 millions de clients, 5 900 999 autres iront visiter nos centres de calcul pour vérifier que tout se passe comme elles veulent. Ce n'est pas une situation que nous pouvons nous permettre. Et donc, il a fallu trouver des mécanismes qui nous permettent de garantir la sécurité des données tout en satisfaisant les régulateurs et nous assurant que vous puissiez vérifier que nous faisons ce que nous disons faire. La garantie des engagements sécurité. Donc, vous signez aujourd'hui pour une certaine garantie de sécurité, qui vous dit que dans 5-10 ans, nous aurons les mêmes capacités, nous aurons les mêmes certifications. Cela doit être garanti contractuellement et vous retrouverez ce genre de garantie dans votre contrat. C'est un poste très important, surtout en France, où le concept du plan d'assurance sécurité est très développé et donc bon nombre de grosses entreprises régulées soumettent à leurs fournisseurs cloud des cahiers de charges de vingtaines, parfois 80 pages d'engagement sécuritaire contractuel, ce qu'il est techniquement impossible pour une plateforme cloud d'accepter. Si pour 6 millions de clients, on commence à accepter les engagements contractuels sécuritaires de tous les clients, nous ne parvenons pas à garder une homogénéité dans nos engagements contractuels. Et donc, la manière dont nous procédons, c'est de prendre vos plans d'assurance sécurité et ensuite faire un mapping, contrôle par contrôle, sur les rapports d'audit de sécurité granulaires qui sont à votre disposition. Et de la sorte, nous ramenons vos plans d'assurance sécurité sur chacun de ces engagements contractuels. Comme les rapports d'audit sont garantis contractuellement, vous avez en fait, de fait,
la garantie que nous maintiendrons la sécurité que vous exigez dans les plans d'assurance sécurité. Les sous-traitants sont une question importante. Vous devez avoir, le régulateur demande aujourd'hui que vous puissiez avoir un avis sur quels sont les sous-traitants que nous utilisons dans la chaîne. C'est quelque chose qui est mis en place maintenant. Et le dernier point, le plus important, pour lequel j'ai gardé 10 minutes entières, les transferts internationaux. Très important de pouvoir en parler. Avant, donc on a parlé des audits. Comme toutes les plateformes cloud, Google s'est certifié sur les grands standards de sécurité computing, cloud computing et gestion des données privées sur une plateforme cloud. Les grandes certifications SOC qui nous permettent de délivrer des rapports extrêmement granulaires, donc notamment le SOC 2, qui est un rapport de 220 pages avec plusieurs contrôles par page, qui est à votre disposition sous NDA et qui est donc un des outils principaux pour nous permettre de vous donner accès à une analyse détaillée de quels sont les contrôles sécuritaires auxquels nous nous soumettons et donc auxquels nous engageons que nous engageons à préserver tout au cours de notre relation contractuelle. Ce que je venais d'expliquer. Je veux m'arrêter une seconde sur ce badge-ci, qui peut paraître peu relevant, vu que c'est un badge américain. C'est le badge FedRAMP, qui permet à Google de délivrer ses services aux agences fédérales américaines de défense ou autres. Tous les fournisseurs cloud aujourd'hui sont très fiers de pouvoir avoir ce badge et de pouvoir montrer que nous atteignons les exigences sécuritaires de ce genre de clients. Google est la seule plateforme aujourd'hui qui a atteint cette certification pour l'entièreté de sa plateforme. Les autres opérateurs aujourd'hui ont cette certification, mais pour des plateformes dédiées qui ont été bâties spécifiquement pour servir ces clients-là. Aujourd'hui, lorsque Theresa May utilise notre plateforme, ces données sont parfois aux États-Unis, parfois en Hollande et en Belgique, peut-être parfois en Asie. Parce que l'entièreté de la plateforme a reçu cette certification. Il n'y a pas de scission dans la plateforme. Nous avons entamé le processus de nous soumettre à des organismes de certification locaux. Donc, dans le cas du client que je nommais récemment, donc une certification britannique. Et nous avons un système de prioritisation qui nous permet de prioriser en fait ces différents projets. Le fait est que dans 100% des cas, les questions qui nous sont posées sont en fait un remix des certifications globales. Et donc, nous voulons nous assurer que nous allouons le temps qu'il faut, et pas trop, pour avoir chacune certification en fonction du besoin de chaque marché. C'est pour cette raison que des initiatives comme la GDPR sont en fait relativement bienvenues. Une initiative qui unifie le paysage régulatoire sur une région aussi importante que l'Europe et qui rend qui rend le débat extrêmement important, l'amène, le sort de la sphère, soit de compliance ou technique, et l'amène dans la sphère au niveau du board. Cette GDPR est quelque chose qui en fait simplifie relativement la vie des fournisseurs cloud aujourd'hui. Nous avions entamé, il y a plusieurs années déjà, du fait de nos interactions constantes avec les organismes régulatoires européens notamment, les modifications sur notre plateforme pour anticiper les demandes, ce qui nous a permis au cours de l'année déjà d'annoncer que nous serions conformes avec les expectatives de la GDPR. Et si vous êtes abonné à nos Twitter feeds ou autres pages sociales, vous avez peut-être même reçu d'ailleurs le mail directement, vendredi, vous devriez avoir reçu l'annonce que vous avez maintenant à votre disposition les nouveaux contrats qui reflètent les exigences de la GDPR dans un engagement contractuel. Et donc aujourd'hui, vous n'avez plus de doute à avoir sur la conformité de votre data processor par rapport aux régulateurs européens. La grande question qui reste tout le temps,
c'est qu'en est-il des exigences de la GDPR et de la localisation des données en Europe? Le seul moyen que j'ai trouvé finalement pour faciliter les discussions, c'est de ne plus en discuter et de juste prendre un screenshot de l'article 46 de la GDPR, de le montrer et de le laisser lire. La GDPR, contrairement aux discussions sur la place publique, agrandit en fait, par rapport aux législations antécédentes, les options dont vous disposez pour permettre des transferts de données internationaux hors d'Europe. Le contrôleur au processeur peut transférer de l'information personnelle vers un pays tiers si le contrôleur au processeur a mis en place des défenses adéquates. 6 options, dont 3 sont offertes par tous les services providers aujourd'hui. Le Privacy Shield, qui aura son futur, qui est débattu. Si vous êtes un spécialiste, vous savez qu'il y a des grandes discussions sur la validité du Privacy Shield. Mais surtout, les clauses contractuelles standards, qui sont des clauses des modèles dont le modèle a été proposé par les autorités de défense de vie privée européennes, qui ont proposé ces modèles, on va dire relativement pratiquement imposés aux service providers. Et tous les cloud service providers aujourd'hui incluent les clauses contractuelles standards dans leur offre contractuelle, ce qui leur permet d'opérer de manière complètement conforme des transferts de données internationales. Ce sont ces clauses-là qui vous permettent d'utiliser un cloud public, quelles que soient les prétentions de localisation de données at rest en Europe ou pas en Europe. Toutes les plateformes cloud aujourd'hui voient des flux de données circuler à gauche ou à droite. Active Directory n'est pas géolocalisable. Active Directory est le repository de personal data et ne se géolocalise pas. La raison pour laquelle vous pouvez utiliser Azure Active Directory, c'est parce que vous avez signé des clauses contractuelles standards qui vous permettent de fonctionner en toute légalité. Si vous voulez utiliser des fonctionnalités de load balancing, qui sont un des outils principaux en défense contre des denial of service attacks, quel que soit le fournisseur de cloud, vous allez signer des clauses contractuelles standards. Si vous voulez utiliser du Content Delivery Network pour diminuer la latence, vous allez signer des clauses contractuelles standards. Ce sont ces clauses-là qui vous permettent d'utiliser un service cloud en toute conformité avec de la donnée qui circule hors d'Europe, quelles que soient les discussions de géolocalisation de données at rest ou pas. Ça, c'est un mythe que j'essaye toujours de bien communiquer. Les clauses contractuelles standards de Google ont été proposées aux différentes autorités européennes au cours de l'été 2016. Le processus a été long, mais en février 2017, nous avons reçu l'approbation de toutes les autorités de la vie privée européenne, y compris la CNIL, qui faisait partie de ce processus-là, sous la direction de l'autorité de Hambourg et espagnole, ainsi que l'irlandaise. Et donc cet avis positif est binding, comme on dit en anglais. Je crois que contraignant est peut-être exagéré en français, parce qu'il n'y a pas de contrainte vraiment, mais en tout cas, il n'est pas possible pour une autorité de défense de la vie privée européenne de revenir sur cette opinion qui a été donnée. Et donc, la validité de nos clauses contractuelles standards, ajoutées à nos termes, vous permettent d'utiliser ces plateformes en toute conformité. Les débats autour de la localisation de la donnée continuent et sont relativement intenses pour le moment. Depuis février, j'avais participé à un workshop à Bruxelles où le régulateur européen s'inquiétait de l'augmentation de mesures locales qui visaient à garder de la donnée dans les pays. La France a un exemple très caractéristique, mais en fait, une cinquantaine de mesures existent en Europe où chaque pays essaye de garder un petit peu de sa donnée en pays. Le régulateur européen s'inquiétait. En gros, pour résumer, l'officiel, qui est d'ailleurs un Français, qui dirige cette initiative, on a travaillé pendant 50 ans à bâtir un espace unifié de free flow of services and people. Et puis, le sang de l'économie, qui est la donnée aujourd'hui, on va le garder au sein des pays. Ça n'a simplement pas de sens.
Ils ont travaillé pendant 1 an et en septembre, le 19 septembre, ils ont publié cette proposition de loi qui est le Free Data Flow Draft Law, qui va donc en gros engager tous les États membres qui ont encore ces mesures à les revoir et leur donner 12 mois pour les soit justifier ou les faire disparaître. Donc ça vous donne une idée de la dynamique en cours aujourd'hui. Je pense que dans le monde entier, il y a 8 mois ou 10 mois, pouvait se poser des questions sur quelle direction allait prendre le monde. Un certain nombre d'élections ont eu lieu dans le monde qui ont clairement donné la direction vers une ouverture et un arrêt de ces tendances isolationnistes pratiquement. Voilà. Alors, quelques minutes. Le dernier message sur la GDPR, peut-être, c'est que la GDPR, vous en avez un souci par rapport à nous. Comment est-ce que votre processeur est conforme à la GDPR? Mais le souci, il est vraiment important pour vous. C'est-à-dire que le régulateur, il va vous demander à vous de changer votre culture, de changer vos processus, éventuellement de voir comment la technologie peut vous aider pour équiper différentes entités dans vos organisations, pour permettre à vos différentes opérations de changer la manière dont elles traitent la donnée personnelle. Les challenges sont immenses. Un certain nombre de ces tâches sont reprises par votre fournisseur de cloud, dépendant en fait de comment vous décidez de monter sur le cloud, mais votre fournisseur de cloud public va prendre en charge un certain nombre de ces tâches techniques ou régulatoires, mais un certain nombre vont rester de votre ressort. Le message que je veux vous partager, c'est qu'il y a un grand nombre de ces solutions disponibles dans le portefeuille du cloud qui peuvent grandement aider. Je vais simplement nommer la technologie de Data Loss Prevention qui existe depuis longtemps dans le monde de l'entreprise et qui permettait à vos équipes d'éviter des exfiltrations intentionnelles ou non intentionnelles de documents sensibles, est aujourd'hui quelque chose qui est mis à disposition par Google sous la forme d'un API et qui va vous permettre de scanner les terabytes, pétabytes d'informations que vous avez et d'identifier la donnée personnelle, éventuellement même en temps réel. C'est-à-dire que vous allez pouvoir équiper, on voit ici une simulation d'une session de chat entre un responsable commercial et son client, et au moment où le client va rentrer de la donnée personnelle, la donnée va être identifiée en temps réel, va pouvoir être alliée à un bucket spécifique qui va être sujet à une policy spécifique, qui va être sujet à éventuellement des mesures de sécurité bien spécifiques. Je veux terminer sur un message de conclusion. Dans tous les cas, les décisionnaires font face à une décision importante, monter sur le cloud ou pas, monter telle ou telle donnée sur le cloud ou pas. J'essaye de communiquer ce conseil. Essayez de diviser votre processus de décision en 4 couches distinctes. La première est de faire un assessment purement technique de votre décision. Où votre donnée va-t-elle être la plus sécure? Sur votre propre infrastructure ou sur une infrastructure globalisée, encryptée, atomisée, où l'information est atomisée par le monde. À vous de faire l'assessment. Nous sommes assez sûrs, et les 12 derniers mois passés en Europe, je n'ai pas encore vu un cas où un client arrive à une décision contraire sur cet assessment-là. Le deuxième assessment distinct pourrait être légal. Qu'est-ce que la loi demande vraiment? La GDPR est très claire. Demandez à vos équipes juridiques, demandez conseil. Les discussions juridiques évoluent très vite et cette discussion légale se simplifie. Et apparemment, on pourrait aboutir très vite à une situation où ces contraintes disparaissent. Le vrai niveau qui reste, c'est le niveau politique. Un certain nombre de pays passent des lois aujourd'hui qui demandent que la donnée reste dans les pays. La Russie, en 2015, la Chine, en juin 2017. Si vous opérez dans ces pays, vous devez vous assurer que vous avez les bons engagements, les bonnes capacités avec votre fournisseur cloud pour être sûr de pouvoir opérer dans ces pays-là. Mind you, comme ils disent en anglais, vous réalisez que
les raisons pour lesquelles un pays veut garder des données au sein de ses frontières sont rarement pour mieux les protéger. La troisième raison est d'ordre culturel. Elle est extrêmement valable et elle peut être la raison pour laquelle il vous est impossible aujourd'hui de monter certains types de données sur le cloud. Vous avez des syndicats, vous avez des parents d'élèves, vous avez des émotions, c'est un fait. Ce qui est important, c'est de bien être conscient, je n'ai pas dit aware, vous devez être conscient si vous décidez de faire un trade-off technique ou un trade-off de sécurité pour des raisons culturelles. Après, la décision est effectivement tout à fait... voilà, les contraintes sont là et il faut naviguer. Mais voilà, je vois souvent qu'il y a de confusion entre ces différents régimes de décision et clarifier ça de la sorte peut aider. Voilà, j'espère que ça a été utile. Je suis content d'inviter Grégoire sur le podium qui va partager plus d'informations avec certains de nos clients en France. Voilà, Grégoire. Merci Julien. Donc j'invite à me rejoindre sur la scène Thomas HH de Dailymotion, Christophe de Fayette chez Amadeus et François Nguyen de La Redoute. Alors d'abord, merci à tous les trois d'avoir témoigné ce matin en keynote. Là, l'idée, c'est qu'on puisse creuser un peu ce que vous nous avez présenté de manière un peu plus intime. Et donc, si ça te va bien, François, commençons par toi. Est-ce que tu peux d'abord peut-être nous représenter très rapidement La Redoute et surtout ce que tu fais chez eux? Donc, moi, je suis Chief Data Officer de La Redoute. Je suis arrivé il y a 18 mois. Donc, c'est une direction toute neuve qui est rattachée à la présidence de La Redoute. Et en fait, dans la stratégie de transformation de La Redoute, la data est un pilier. Voilà, c'est un des 7 piliers stratégiques de La Redoute. Et donc, je suis venu animer ce sujet data à La Redoute. Excellent, merci. Voilà. Alors, donc, est-ce que tu peux maintenant nous détailler les enjeux que vous avez réussi à adresser grâce à nos solutions Big Data? Puis bon, il faut absolument que tu nous parles de BigQuery quand même. Okay. Ça fait sensation, quoi. Alors, il faut vous imaginer la situation un peu en 2014. Il a fallu transformer beaucoup cette société. Et cette société, elle s'est beaucoup aussi transformée par ses systèmes d'information. Et donc, on s'est retrouvé effectivement avec un environnement complètement neuf. Et du coup, il y avait énormément de data, mais auxquelles les gens, finalement, n'accédaient pas vraiment. Et donc, le premier challenge pour moi, ça a été vraiment de pouvoir, finalement, recapturer cette data dans l'ensemble des systèmes d'information. Donc, là, on doit être à peu près à 90-95%. Et ça, c'était le premier challenge technique, c'était que, voilà, on voulait que ça aille vite, on voulait que ce soit sans limite, entre guillemets. Et donc ça, c'était notre premier objectif. Et après, bon, c'est bien de collecter la data, mais si à un moment, vous n'êtes pas capable finalement de la restituer et de donner l'accès, ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc le deuxième challenge pour nous, et aussi à travers finalement les outils Google, c'était de pouvoir redonner l'accès aux personnes. Alors, ce que je n'ai pas dit, par exemple, pendant la plénière, aujourd'hui, il y a 200 personnes qui accèdent à Google BigQuery. Voilà. Et en fait, moi, j'avais des gens qui me disaient « mais jamais je ferai de requête SQL de ma vie, jamais, c'est pas mon boulot, c'est pas mon métier » et tout ça. Et finalement, le fait d'arriver dans un endroit où il y avait toute la data de l'entreprise décilotée, accessible, leur a finalement donné envie de vouloir requêter dedans et de trouver finalement des choses que eux cherchaient depuis finalement assez longtemps et qu'ils n'avaient pas accès. Et ça, ce que je n'ai pas raconté aussi, c'est qu'on a une session de formation sur BigQuery tous les 15 jours. On a beaucoup de succès par rapport à ça. Et moi, c'est une surprise pour moi aussi, hein, parce que voilà, je ne pensais pas que les gens pourraient s'y mettre. Alors, la blague, en fait, c'est que dans le Nord, voilà, vous avez toutes les générations au sein de La Redoute. Vous avez des gens qui travaillent à La Redoute depuis plus de 30 ans. Voilà. Et donc, voilà, j'ai une dame un jour, voilà, un peu d'un certain âge, qui vient me voir et qui me dit « Il paraît qu'il y a les données qui m'intéressent dans BigQuery, et comment je peux y accéder ?» Et donc, ça m'a frappé, parce que voilà, je me suis dit d'un coup, mais on avait peut-être finalement fait une petite révolution culturelle. Et donc, ça, c'était voilà, le petit trait d'humour. Et puis, le dernier point qui est pas non plus négligeable, c'est les profils. Il n'y avait pas vraiment de développeurs à La Redoute.
Et le fait de rentrer une plateforme, vous savez, il y a toujours marqué Developer First et tout ça, c'était ça aussi le troisième grand changement nous concernant. Excellent, super, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler maintenant des prochains usages ou des réflexions que vous avez en cours sur l'utilisation de cloud public? Alors là aujourd'hui, on est une fois par jour les 95% de la data de l'entreprise. Et on a un peu une chance à la Redoute, c'est que dans le plan de transformation, tout passe par un ESB. Et donc voilà, notre prochaine grande étape, c'est le temps réel. Voilà. Et on a déjà quelques, on va dire, goodies que l'on fait, qui nous amusent, et voilà, mais on va aller beaucoup plus loin par rapport à ça. Et donc l'idée vraiment, c'est de réalimenter les systèmes opérationnels, le site web, les applis avec de la data en temps réel, retraitée, voilà. Donc ça, c'est notre premier grand challenge. Et un deuxième challenge qu'on a commencé, c'est vraiment d'exploiter toutes les API que l'on a là chez Google autour de... C'est toujours un peu pompeux là, ce mot d'intelligence artificielle, mais voilà, dans la prochaine, je disais ça, dans la prochaine appli mobile de la Redoute, la recherche vocale, voilà, qui représente maintenant un gros volume, sera possible dans l'appli mobile de la Redoute. Et en fin de compte, on est passé par la Speech API de Google. On n'avait pas le temps de redévelopper finalement quelque chose qui scale et qui a un bon niveau de performance. Et donc vraiment, voilà, plus API, plus temps réel, plus retour finalement vers nos clients et que voilà, moi, mon objectif, c'est que c'est dans ce deuxième temps de la transformation, c'est que ça se voit maintenant de nos clients. Voilà. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup François pour ton témoignage. Christophe, même question pour commencer. Est-ce que tu peux nous dresser rapidement un petit état d'Amadeus et puis de ce que tu fais chez eux? Oui, bah écoute, encore une fois, merci pour l'invitation. Hein. Donc, je suis à Amadeus, directeur du développement, en charge d'une partie des compagnies aériennes. Donc, je m'occupe de tout ce qui est gestion de leur schedule, de leur inventaire, de l'assignation des sièges dans les avions, et puis même quand un avion est en retard ou est annulé, malheureusement, je m'occupe des logiciels pour vous rechercher les meilleures places possibles dans les avions suivants, quoi. Donc, c'est un périmètre assez large. Ce qui est très intéressant et en même temps très compliqué, c'est qu'on a 140 compagnies aériennes sur le système, toutes les grosses européennes comme British Airways, Lufthansa, Air France, mais aussi des américaines comme Southwest, des asiatiques comme Singapore Airlines, Korean Air. Donc c'est vraiment très diversifié. Et ce qui est intéressant, parce qu'on voit des cultures différentes au niveau de l'usage du voyage par les habitants de ces différents pays. Voilà, donc c'est aussi intéressant d'un point de vue culturel. Et puis, bien sûr, il faut que la plateforme soit là, elle tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que si on a des pics de trafic, on soit capable de les absorber. Donc, plein de questions à se poser autour de ça. Super, merci. Et alors, pareil, est-ce que tu peux nous détailler les enjeux que vous avez adressés grâce à nos solutions Cloud Platform, et puis peut-être les difficultés ou les challenges que tu as rencontrés dans le déploiement, s'il y en a. Il y a toujours quelques challenges, hein. Si c'était facile. Non, alors, comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment le problème, c'était un problème de volumétrie qu'on voulait adresser, parce que la croissance vraiment de la recherche de tarifs et de disponibilité est exponentielle dans le système, et en même temps un problème de temps de réponse. Donc c'est pour ça qu'on a porté les applications de calcul de disponibilité dans le cloud, plus proche des consommateurs, enfin des channels de distribution. Le challenge était technique, bien sûr, parce qu'il a fallu trouver comment porter des applications qui étaient des applications back-end, C++, microservices sur du cloud très moderne. Donc c'est pour ça qu'on a investi aussi personnellement avec nos ingénieurs dans le développement du projet Kubernetes pour être sûr que nos workloads allaient bien matcher avec le projet. Et donc, tous ces challenges techniques, je dirais c'était la partie facile en fait, parce qu'on avait les bons ingénieurs, le bon mindset, on avait le support des ingénieurs de Google, des ingénieurs des autres communautés open source, donc c'était plutôt cool. Mais ça va au-delà de ça en fait, c'est vraiment aussi une transformation complète de la manière de travailler dans l'entreprise.
Il faut avoir des développements qui sont beaucoup plus agiles. Donc, on a vraiment transformé nos développements qui étaient complètement waterfall en complètement agiles. On a même certains endroits, alors pas pour ce projet-là, mais certains endroits où on fait même de l'agile avec le client comme product owner. Donc ça, c'est vraiment un changement de mindset qu'il faut accompagner. Et puis, bien sûr, il y a toute la partie opérationnelle. La partie opérationnelle, tourner nos applications sur un cloud public, alors qu'on a eu l'habitude d'avoir nos propres infrastructures, et qu'on a toujours d'ailleurs nos propres infrastructures. Il faut quand même qu'on s'adapte à un modèle où tout est software defined. Et on a dû donc passer un cap où on a regroupé les développements, les opérations, on a commencé à construire des équipes vraiment DevOps. Forcément, il y a eu un petit peu de changement à la fois culturel dans la façon de faire, parce qu'il fallait. C'est une culture où il faut automatiser, tout le temps automatiser, versus une culture plus legacy où les opérations avaient plutôt la tendance à faire des choses au fur et à mesure, peut-être un peu plus répétitives. Donc là, vraiment la culture de l'automation. Et puis, derrière tout ça, c'est aussi un changement d'organisation. Donc, il faut accompagner le changement pour transformer aussi le métier des gens d'avant vers le métier des gens de demain. Voilà. Donc, change technique et change organisationnel. Ouais. Alors, vous en êtes tout là-dessus, et puis peut-être du coup les prochaines usages ou les prochaines étapes que vous avez imaginées ou prévues autour d'utilisation de cloud public. Tout à fait. Alors, sur tout ce qui est, je dirais, challenge transformationnel, on capitalise sur ce qu'on a fait. Maintenant, on l'étend sur le reste des organisations et même sur des choses qui ne vont pas bouger dans le cloud, puisqu'on en voit aussi les grands bénéfices. Donc ça, c'est plutôt dans une bonne direction. On capitalise dessus. Et puis après, maintenant, on commence à regarder au-delà du cloud et des usages qu'on a actuellement. Qu'est-ce que la gestion massive de données, parce qu'on a tellement de données qu'on agrège sur les voyageurs, sur les différents les réseaux des compagnies aériennes, comment on peut capitaliser sur toutes ces informations-là pour offrir une expérience aux voyageurs plus personnalisée pour leur face. Par exemple, quand il y a une disruption, les passagers vont pas vouloir, certains vont préférer avoir tout de suite un avion et repartir sur le vol d'après, et certains vont préférer suivant l'heure, et ainsi de suite, d'avoir une nuit d'hôtel et puis repartir calmement le lendemain. Donc, c'est des choses qu'on essaie d'apprendre pour pouvoir donner des expériences utilisateurs les meilleures. Donc, c'est vraiment capitaliser sur tout ce qui est personnalisation et nos data pour pouvoir faire donc, du machine learning, du big data et ainsi de suite. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est un des grands mouvements sur lesquels on travaille maintenant, au-delà de notre investissement massif du cloud. Quoi. Très bien. Ok, écoute, merci beaucoup. Voilà. Et donc, Thomas, est-ce que tu peux nous parler un peu de Dailymotion, notamment de votre relancement il n'y a pas très longtemps, et puis de ce que tu fais chez eux? Oui, très bien. Écoutez, Dailymotion, effectivement, c'est donc une plateforme de distribution vidéo. Donc, à la data, on est organisé en quatre grandes équipes. On a vraiment une équipe qui gère l'infrastructure, tout le data lake. Enfin, je parle d'infrastructure, mais en réalité, il n'y en a pas, puisqu'on est sur le cloud. Mais qui s'occupe vraiment d'ingérer, de transformer, de servir la donnée à l'ensemble de nos utilisateurs. On a une équipe Analytics qui va vraiment aider le métier à exploiter et à comprendre cette donnée. Et on a deux équipes vraiment de produits de données qui vont faire des produits de données pour les utilisateurs, la recommandation, le search, la compréhension des vidéos. Et une équipe de produits de données qui vont faire des produits pour la plateforme, la détection de la fraude, la détection de tout ce qui est copyright, etc., pour s'assurer qu'on est dans un environnement qui est safe. Voilà. Et on a fait des progrès absolument fulgurants depuis un an où on n'avait quasiment rien en fait. L'équipe faisait 2 personnes quand je suis arrivé, et là on a tout mis en place. On a encore un moment de travail à faire,
mais on n'aurait jamais pu y arriver sans la rapidité que nous donnait GCP. Ça aurait été totalement impossible. Alors, est-ce que tu peux nous raconter peut-être un peu justement ce processus-là, comment il s'est mis en place pendant l'année qui vient de se passer, Oui. et la manière dont vous utilisez nos solutions? En fait, c'est marrant parce que je venais de Criteo avant de venir chez Dailymotion, magnifique boîte. Et Criteo a un des clusters on-premise les plus impressionnants en Europe, si ce n'est du monde, hein, puisqu'ils vont tourner un cluster Hadoop avec à l'époque plus de 25 000 nœuds, dont 5 000 étaient dédiés aux analytics avec lesquels on travaillait. Enfin, on lançait une query, ça partait sur 5 000 nœuds, super impressionnant, équipe magnifique pour faire du hardware. Et pourtant, quand on lançait une query chez Criteo, on lançait la query et puis on avait la réponse souvent une demi-heure, 1 heure plus tard. Je suis arrivé chez Dailymotion, j'ai vu BigQuery, et je dis mais attends, mais c'est incroyable, la query on l'a en 5 secondes. Et ça a changé complètement notre manière de travailler, et ça a complètement changé mon approche. Et dès que je ça, je me suis dit ok, c'est bon, il faut qu'on travaille avec ça, on a tellement de travail à faire, on a tellement de transformations à faire, qu'on ne peut pas se permettre d'investir dans l'infrastructure. Et je me rappelle à mon arrivée, justement, un des projets critiques, c'était la migration du cluster Hadoop. On avait prévu des sprints et des sprints pour migrer le cluster Hadoop. J'ai dit non, on ne va rien migrer du tout, vous rangez les machines, on remballe les budgets, on part là-dessus. Et on en est excessivement content. Aujourd'hui, on utilise un très très large panel des produits que vous proposez. J'en ai parlé tout à l'heure en plénière. On utilise PubSub pour le broker de messages, on utilise Dataflow pour le traitement en temps réel, on utilise énormément BigQuery, c'est un outil fabuleux. Et on fait beaucoup de machine learning aussi avec TensorFlow et CloudML. Tous nos modèles de réseaux neuronaux sont entraînés avec CloudML et ça nous aide énormément pour le développement. Ce qui est intéressant, c'est que cet esprit cloud est venu un petit peu par la data chez Dailymotion. Et aujourd'hui, on voit que c'est en train de s'étaler au travers des autres services. Les équipes de déploiement et de gestion des points de présence commencent à utiliser les clouds de Google, pas encore pour distribuer la vidéo en tant que telle, mais au moins pour répondre aux applications et pour servir le front. Et donc ils utilisent énormément Kubernetes et on base la poursuite de notre géodistribution sur le cloud de Google, et donc petit à petit la culture est en train de shifter là-dessus. Super, merci beaucoup. Dans les nouveaux usages que vous êtes en train d'essayer ou d'expérimenter, tu parlais de machine learning notamment. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous regardez, ou est-ce que tu peux nous raconter un peu plus celui-ci? C'est surtout celui-là en fait. Hein. Nous, je pense. Alors, on n'est pas, on n'est certainement pas arrivé au bout de ce qu'on peut faire en machine learning. On commence vraiment, mais je pense que la continuité du cloud, c'est maintenant en dehors de notre équipe en fait, puisque nous on est complètement dans le mouvement. Et on l'a très bien vu avec les récents déploiements. Donc Kubernetes est utilisé pour servir l'ensemble des nouvelles applications Dailymotion. Ils en sont de plus en plus convaincus et ils voient que ça fonctionne bien. Récemment, il y a eu une disruption de service en pleine nuit. Personne ne s'en est rendu compte. C'est passé. Tous les US ont été servis instantanément depuis l'Asie. Et on s'est levé le matin, tiens, il y a une disruption de service, il y a un bonhomme qui s'est réveillé. Il n'avait même pas eu le temps de surveiller que c'était déjà back on track, quoi. Et donc ces exemples-là, ça les conforte dans l'utilisation de ces produits-là. Super. Voilà. Écoute, merci beaucoup. Je vous remercie tous les trois pour vos interventions et vos témoignages. C'est, je pense, la meilleure manière de se rendre compte de nos solutions quand nos clients nous en parlent.